Bonjour à tous amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 1er mai, j'en ai profité en fait ce matin pour finir la lecture d'un livre que j'avais attaqué il y a de ça un mois qui est sur la grande tueuse, la grippe espagnole. L'objectif de cette lecture c'était en fait de mieux comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et essayer de saisir en fait les conséquences que ça va avoir ou les conséquences que c'est en train de produire. Alors concrètement, le bouquin, il y a beaucoup de choses dedans et il est à deux niveaux. Il a un niveau où il va vraiment de manière ciblée sur des histoires dans différents pays de personnes, on va dire des histoires individualisées, où il raconte comment certaines personnes ont vécu en fait cette grande pandémie. Voilà, en Italie, en Chine, au Brésil, en Inde, aux États-Unis. Cette partie-là était plus, je pense, pour en donner un côté émotionnel et pour pouvoir s'engager plus dans l'histoire. Enfin, très franchement, de mon côté, ça m'a plus gonflé qu'autre chose parce que ça ne prenait pas, c'était plus les parties qui prenaient de la hauteur qui me semblaient intéressantes. Donc aujourd'hui, j'ai pris le livre en fait en version Kindle de manière à pouvoir surligner les passages qui me semblaient pertinents et pour pouvoir ensuite vous les partager. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en fait vous partager l'écran pour que vous puissiez, on puisse passer en revue en fait ces différents passages et pour pouvoir vous apporter tout de suite ce qui me semble le plus pertinent au niveau de la lecture de ce bouquin. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont on doit être, c'est de notre responsabilité en tant qu'investisseur, entrepreneur, de se poser, de prendre un peu de la hauteur, un peu comme clairement comme le fait Ray Dalio au niveau de ses derniers articles. Je vous mettrai les liens si j'y pense très franchement dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous mettrai le lien vers le livre en question. Si jamais vous voulez aller dans le détail et puis le lire dans sa totalité, vous pouvez le faire. Vous pouvez le trouver en version numérique. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter en version papier comme je l'ai fait. J'ai pris en version numérique, pas en version papier. C'est ce que je voulais dire. Vous m'aurez compris. Donc c'est parti. On lance le partage de l'écran pour pouvoir passer en revue donc les passages les plus intéressants. À tout de suite. Et voilà, donc on attaque le passage en revue de mes annotations, donc il y en a quelques-unes. Je vais essayer de rendre ça le plus efficace possible, parce que j'imagine que du coup, si vous voulez regarder cette vidéo, c'est aussi pour gagner du temps et éviter de vous taper tout le bouquin. Donc, alors, première chose que j'ai pu annoter, voilà, le 24 septembre 1918, l'Espagne ferma ses deux frontières à la grande indignation de ses voisins, une manœuvre inutile puisque la maladie se propageait déjà à ce moment-là dans les casernements du château de Zamora. Ça me fait un peu penser du coup à la réaction qu'ont eu beaucoup de pays, c'est-à-dire ils se sont mis à empêcher, à fermer les frontières un peu tard, une fois que la maladie était déjà rentrée. Ça a été un peu le cas de ce qui s'est passé notamment en France et même en Italie, de ce que je comprends. Au final, ils ont fermé les frontières, mais pour éviter que les gens ne sortent et n'aillent contaminer les voisins. Alors c'est très honorable, néanmoins, effectivement, là en l'occurrence, l'idéal c'était de les fermer avant. Alors il y a d'autres pays qui l'ont fait, mais à mon sens, c'est peut-être Taïwan là qui a vraiment géré de la meilleure des manières cette crise. On va passer à la prochaine. Voilà. Dans certains endroits, par exemple, il était recommandé de porter un masque de gaz sur la bouche, ce qui a probablement lancé au Japon la coutume de se couvrir, ainsi pour protéger les autres de ses propres germes. Mais les autorités sanitaires ne s'accordaient pas sur le fait que cela puisse réellement réduire la transmission. Alors là aussi, comme on a eu chez nous, un débat sur l'efficacité des masques. Donc clairement, après, en fait, plus tard dans la lecture, je ne vais pas vous rajouter des trucs inutiles, mais ils disent que clairement, oui, il y a une efficacité au niveau des masques. Et quand on voit côté gouvernement, alors j'essaye d'éviter de trop juger parce que je pense que j'aimerais vraiment pas être à la place de ce qu'ils sont en train de vivre du côté du gouvernement avec des décisions extrêmement difficiles à prendre. Mais quand on a vu, alors je sais plus qui c'était, mais expliquer que mettre des masques, c'était trop compliqué à faire. Enfin, c'est tellement ahurissant de pouvoir dire des choses aussi débiles à la télé. Mais oui, oui, les masques, effectivement, sont pertinents. Et là aussi, à l'époque, de la même manière, comme quoi, encore une fois, c'est pour ça que je me dis c'est pertinent d'aller voir au niveau de l'histoire ce qui a pu se passer. Tout simplement parce que on répète les mêmes erreurs et les mêmes choses se passent. La nature humaine ne change pas fondamentalement, ça c'est clair. Prochain passage. Voilà, avec le temps, la lassitude s'empara même de ceux qui, au début, avaient respecté les obligations. Non seulement les mesures les empêchaient de mener leur vie normalement, mais leur efficacité paraissait pour le moins inégale. Ceux qui étaient censés montrer l'exemple se laissaient aller. Le maire de San Francisco laissa pendiller son masque à son cou pendant qu'ils hésitaient une période de célébration de l'armistice. Alors, il y a plusieurs choses ici. Alors, ouais, déjà, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais en fait, il faut bien comprendre qu'à l'époque, ils ont pris aussi des mesures de confinement. Fermeture des écoles, des théâtres, des lieux de culte, les rassemblements de masse interdits, fermeture des frontières, limitation des déplacements, etc. Parce que parfois j'entends des gens me dire ouais mais la grippe espagnole c'est pas pareil, à l'époque ils n'ont pas fait de confinement, ils fermaient pas les frontières. Si, ils ont fait tout ça aussi. Ce qu'il faut comprendre c'est que
les réactions que l'on a aujourd'hui se sont construites aussi par rapport à ce qui s'est passé en 1929. C'est moins présent dans l'inconscient populaire, parce que 1929, pardon, 1919, enfin 1918, 1919. C'est moins présent dans l'inconscient populaire parce qu'on a eu la guerre en fin de compte juste avant. Ça a vachement marqué les esprits. Néanmoins, en fait, la grippe espagnole a eu des conséquences qui ont été très fortes au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, sur justement les décisions qui sont prises aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Donc bon, voilà, je vais pas détailler plus, mais ce que je trouve là intéressant, c'est que un peu comme là on le voit avec le déconfinement qui commence à être évoqué, franchement moi je suis allé faire les courses et effectivement on voit que les gens sont beaucoup plus c'est la fête, qu'on a l'impression, oh ça y est, c'est terminé, c'est derrière nous. Et là, en fait, clairement, il faut bien comprendre que pour la grippe espagnole, on a eu 3 vagues. La première qui était bon, à peu près du même niveau de létalité et de gravité qu'une grippe normale. Et la deuxième qui a été beaucoup plus grave. Et alors, au niveau, ça a été la même chose en fait avec la grippe russe de 1989, si je dis pas de bêtises, où il y a eu 3 vagues. La première, de la même manière, a été bon, pas très très grave. Enfin, bien sûr, il y avait des morts, hein, c'était tragique aussi, mais par rapport à la grippe saisonnière que l'on connaît, c'était à peu près la même chose. Par contre, la deuxième vague était bien plus violente et il y a eu une troisième vague dans les deux cas. Et je ne vois pas pourquoi on aurait un scénario aujourd'hui qui serait différent. Là, avec le déconfinement qui arrive, très franchement, pour ma part, j'ai pris la décision de continuer à rester à la maison jusqu'à au moins fin mai, d'attendre de voir ce qui se passe. J'ai donné les mêmes instructions au niveau de mes collaborateurs. On garde le télétravail et on verra bien ce qui arrivera. Et je pense que, enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique de se dire qu'il va y avoir une hausse du nombre de cas. Mais je pense que l'histoire du déconfinement est aussi drivée par le fait d'éviter des conséquences économiques qui soient encore plus gravissimes que ce qu'il y a déjà eu actuellement. Et je ferai une autre vidéo et un article en fait sur ce sujet-là, puisque de la même manière, là, alors j'ai fait un article sur le sujet, je vous mets un lien sur les sources d'informations, je pense que ça pourra vous intéresser si, comme moi, vous essayez d'anticiper un peu la manière dont ça va évoluer. Et donc, pour revenir aux 3 vagues, c'est que là, en fin de compte, on est dans la première vague au niveau de ce virus. C'est très probable qu'il y en ait une deuxième et une troisième. Voilà, je ne peux pas dire que c'est 100% sûr, puisque personne n'en sait rien au final. Mais je sais pas, ça me paraît tellement logique. Voilà. Et puis, bon, pour revenir sur ce passage, bon, voilà, il y a une certaine lassitude. Je pense qu'il y a une certaine notion de normalité qui s'est posée. Bon, voilà. Le côté panique est passé, donc les gens commencent à s'habituer à la situation et moins prendre de précautions, surtout avec l'évocation du déconfinement. Donc je pense que ça, vraiment, ça risque d'accentuer le fait qu'il y ait plus de cas, enfin un nouveau pic au niveau de cette épidémie. Puis voilà, le maire de San Francisco laisse appendier, je pense que là, de la même manière, au niveau de notre politique, ça a été évoqué. Il n'y en a pas forcément des super exemples en permanence. Ça aussi, passage intéressant. Ce que les pathologistes du monde entier virent en 1918 est une inflammation à grande échelle des poumons rouges enflés et durs au toucher, d'où soit un fluide aqueux mêlé de sang. À partir des années 1940, la lecture de ces rapports laissait penser aux immunologistes que ces pathologistes s'étaient trouvés confrontés aux effets d'un choc cytokinique, une réponse immunitaire excessive de la deuxième ligne de défense, causant finalement plus de dommages que le virus qu'elle devait supprimer. Alors, je trouvais en fait ce passage intéressant parce que en fait ce dont ils se sont rendus compte, alors c'est controversé, ils sont pas absolument sûrs de ça parce que c'était il y a une centaine d'années maintenant, mais c'est un truc quand même qui est constaté a priori médicalement. Alors, je suis pas médecin, je suis pas virologue, j'essaie d'interpréter, de comprendre ce qu'il y a dans ce bouquin, ni plus ni moins. Mais la chose intéressante là, c'est de dire que ok en fait, le fait d'avoir déjà été touché par des virus qui étaient proches de celui-ci, ou d'avoir même potentiellement avoir chopé déjà la première version du virus, ne nous garantissait pas en fait d'être plus résistant, et qu'au contraire en fait le fait qu'on avait une réponse immunitaire qui est décalée en fait par rapport au fait que l'organisme va se tromper au niveau de la reconnaissance du virus, ça provoquait des réponses immunitaires excessives qui elles en fait entraînaient la mort. Donc ça, c'était le deuxième passage le troisième passage que je souhaitais vous partager. Il y en a quelques-uns encore autres, hein. La vidéo va être un peu longue, mais je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Ah, je suis passé à un passage un peu trop avancé. Bon, c'est pas grave. On va aller ici. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. Alors, ça va pas être politiquement correct, hein, je vous le dis. Néanmoins, je trouve ça intéressant en termes de lecture. Pour avoir une chance de survivre, mieux valait être parfaitement égoïste. Si vous aviez un chez vous, la stratégie idéale était d'y rester calfeutré, mais pas emmuré, en fin de compte pour pouvoir laisser l'air circuler,
de ne pas ouvrir votre porte, surtout pas aux médecins, de garder jalousement pour vous votre stock d'eau et de nourriture et d'ignorer tout appel à l'aide. Non seulement cette attitude aurait pu améliorer vos propres chances de rester en vie, mais si tout le monde avait fait de même, la masse critique des individus exposés aurait vite pu retomber sur le seuil requis pour la propagation de l'épidémie. Par conséquent, celle-ci se serait bientôt épuisée d'elle-même. Mais la plupart des gens ne procédèrent pas ainsi, au contraire, ils se tendirent la main l'un à l'autre, illustrant à merveille ce que les psychologues appellent la résilience collective. En fait, là, il dit un truc qui est, comme je disais, c'est pas politiquement correct. Il disait que, effectivement, la meilleure des attitudes, c'était de pas essayer d'aller aider les autres et de rester chez soi. Voilà. Donc ça va encore une fois dans le sens effectivement du confinement. Et puis d'éviter de sortir, d'éviter d'aller faire des courses, d'éviter comme ça de propager et d'éviter les élans de dire ah je vais aller aider, je vais aller me sacrifier potentiellement. Se dire bon ben voilà, il faut rester chez soi. Alors encore une fois, moi juste je vous fais remonter des passages qui m'ont marqué et que je trouvais intéressants. Je ne porte pas de jugement par rapport à ça. Comprenez-moi bien. C'est l'objectif, c'est de vous montrer les éléments voilà, qui font réfléchir en fin de compte. Ok, je continue. Ça, c'est le passage que j'ai déjà montré. Il faut plusieurs années pour que le système immunitaire de l'homme mûrisse, avant de perdre en efficacité avec l'âge. C'est l'explication classique de la courbe de décès en U qui caractérise la grippe. Mais en 1918, les jeunes adultes mouraient aussi en grand nombre. D'aucuns ont avancé l'hypothèse que cette classe d'âge était justement vulnérable à cause de son système immunitaire fort, qui aurait déclenché un choc cytokinique beaucoup plus agressif. Alors même chose, ça c'est en écho avec l'avant-dernier passage que je vous ai montré. Alors c'était surtout dans la deuxième vague, c'est que en fait il y a eu plein de jeunes adultes qui sont morts, notamment potentiellement à cause de leur système immunitaire qui était plus fort et qui avait une réponse du coup qui était inadaptée au virus. Les villes souffriraient globalement plus que les zones rurales. Bon, ça me paraît assez logique. Et effectivement, encore une fois, rien de nouveau. Ça fait encore une centaine d'années que ça s'est passé. Mais dans toute logique, les endroits où il y a le plus de monde, c'est les zones les plus touchées. Et autre passage ici, voilà. En réalité, la mauvaise alimentation, la vie dans des habitations surpeuplées et le manque d'accès aux soins se combinaient pour affaiblir leur constitution et rendre les pauvres, les immigrés, les minorités ethniques plus susceptibles de tomber malades. Bon là comme d'hab, effectivement, ça c'est un truc qui change pas, même à une centaine d'années de distance. Oui, les inégalités, comme toujours, les plus faibles, les moins riches ou les plus pauvres, ça dépend comment on le voit, sont les plus touchés et sont les premiers à mourir. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Là-dessus, je pense que des inégalités, il y en aura toujours. Est-ce que c'est pas pour autant qu'il faut les combattre? C'est un peu comme le mal, je dirais. Il y aura toujours des gens mauvais. Est-ce qu'il ne faut pas pour autant ne pas chercher à le combattre? Bon, voilà, c'est un débat philosophique. Je vous laisse vous faire votre réflexion. Les statisticiens étaient perplexes devant les chiffres relevés dans la capitale française, où les taux de mortalité les plus élevés étaient observés dans les quartiers les plus riches, jusqu'à ce qu'ils comprennent qui étaient les morts. Ceux qui toussaient derrière les façades des grands immeubles haussmanniens n'étaient pas les propriétaires vivant à l'étage noble, mais les domestiques logés dans les chambres de bonne. Donc là, de la même manière, en fait, on avait un taux de mortalité observé dans les quartiers les plus riches, mais c'est en fait tout simplement parce qu'il y avait des gens qui étaient dans les chambres de bonne qui n'avaient au final pas d'argent, qui étaient utilisés en main-d'œuvre pas chère et que c'était eux qui boostaient en fait les statistiques. Voilà. Dans toute l'Europe, le taux de fertilité avait diminué de manière vertigineuse autour de 1918 pour se rétablir de façon spectaculaire 2 ans plus tard, connaissant même des pics plus élevés qu'au cours de la période d'avant 1914. Donc là, en fait, ce qu'ils disent dans ce passage, c'est qu'en fait, il y a eu un pic de naissance suite à l'épidémie du coup de grippe espagnole. Donc je lis le passage suivant. En éliminant ceux qui étaient en mauvaise santé, car déjà malades de malaria, de tuberculose et d'autres infections, elle avait contribué à reconstituer une population plus réduite et plus saine qui était en mesure de se reproduire selon des rythmes plus élevés. Voilà, donc en fin de compte, pic des naissances. Est-ce que c'est un truc qu'on va voir effectivement de notre côté aussi? On verra bien. Néanmoins, là, je pense à toute l'industrie de la naissance. Potentiellement, peut-être qu'il y a des choses à venir intéressantes sur cet aspect-là. C'est très froid ce que je dis, mais voilà, c'est un truc à surveiller et encore une fois que je trouvais intéressant à relever. Des réajustements difficiles, un moral en berne, une confusion anarchique, voilà des signes connus d'une société en voie de rémission après le choc d'une pandémie. Voilà. Donc ça aussi, je trouvais ce passage intéressant parce que je trouve que ça augure en fin de compte de l'après, donc morale, confusion, remise en question suite à ce qu'on est en train de vivre.
Pendant des décennies, les gens ont eu le réflexe mécanique de penser à ce qui aurait pu être, aux histoires de remplacement. Alors ça, c'est par rapport au fait de tous les gens qui sont morts, ou des gens devaient se marier avec telle personne, et puis au final, elle est décédée, et ils sont mariés avec quelqu'un d'autre, fait des gamins avec d'autres. Donc c'est, voilà, a priori, suite à ça, il y a eu beaucoup de gens qui ont ressassé. Et ils se sont demandé, ah, si c'était passé ci, et si c'était passé ça. Donc avec un côté rétrospectif, en fin de compte, avec un côté un peu Captain Rétrospective, ah, il aurait fallu faire ci, ah, il aurait fallu faire ça. Bon, attention de pas trop tomber dans ce biais, en tout cas c'est mon avis. C'est un peu facile après coup de dire, ah ben, ils auraient dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je pense qu'on n'est pas forcément à la place des gens qui prennent des décisions. Alors c'est sûr qu'ils auraient pu prendre, ils pourront prendre des décisions qui auraient été meilleures. Mais bon, encore une fois, voilà, comme je disais dans une vidéo précédente, je vous mets le lien en haut à gauche, il faut prendre un peu de temps, un peu de recul avant de se mettre à juger. Je vais déplacer un peu, hop, la caméra. Une étude suédoise a conclu que pour chaque décès dû à la grippe, 4 personnes sont tombées dans la misère. Alors ça c'est intéressant. En France, je pense qu'on est clairement moins, enfin peut-être et peut-être pas en fait, moins touché par rapport à ça, mais c'est l'impact des morts sur l'impact aussi économique. Parce qu'aujourd'hui, on a un ralentissement économique, mais effectivement, le fait qu'il y ait des gens qui meurent et potentiellement, alors pour l'instant, c'est pas le cas, et vraiment, j'espère que ce sera pas le cas, mais des gens, des gens en bonne santé lors de la deuxième vague de la grippe espagnole, il y a des tas de gens en bonne santé, dans la fleur de l'âge qui sont morts. Et ça a eu des conséquences directes sur les familles qui devaient entretenir, la force de travail qu'il y avait, et du coup le fait de faire tomber des gens dans la misère. Les médecines différentes avaient toutes revendiqué des taux de guérison plus élevés que celles de la médecine régulière, s'attirant ainsi de nouveaux adeptes. Alors je trouve ce passage intéressant parce qu'il y a un côté où quand la médecine classique n'arrive pas à résoudre le problème, et bien effectivement on a tendance à se tourner vers des choses alternatives, que ce soit justifié ou pas. Et en fait, la grippe espagnole a aidé à l'essor de l'homéopathie, des choses comme ça. Alors, vous en pensez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour juger, je ne fais que constater ce qui est encore une fois dit dans ce bouquin. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, juste de constater le truc. Et peut-être qu'on peut s'attendre à quelque chose un peu du même genre. Si on tarde trop à trouver un vaccin, trouver des solutions, ou que l'on n'en trouve en fait potentiellement pas, mais un essor de l'industrie, on va dire, de la médecine alternative. Donc voilà, quelque chose que je trouvais intéressant, encore une fois, de souligner. Dans les années 1920, de nombreux gouvernements adoptèrent ainsi le concept de médecine sociale, la santé pour tous et gratuite, là où elle était dispensée aux patients. Alors là, c'est vraiment un truc très intéressant, c'est que suite à la grippe espagnole, en fait, est arrivé le système de soins universels. En fait, ça a été ce qui a provoqué l'émergence de ces principes-là, que ce soit en France, aux États-Unis, dans plein d'autres pays. Et c'est une des conséquences, en fin de compte, le fait de donner accès aux soins. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va du coup être renforcé, notamment par exemple aux États-Unis? À voir, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Pour beaucoup d'entre nous, la gratuité des soins est un acquis. Il nous est par conséquent très difficile d'imaginer qu'à certaines époques et dans certains milieux, elle fut mal considérée. Oui, en fait, suite à la grippe espagnole, bon, maintenant, le fait, surtout en France, hein, le fait de pouvoir avoir accès aux soins, et surtout gratuitement, c'est un acquis, alors qu'on a une chance, encore une fois, c'est une richesse extraordinaire. Et en fait, même alors je trouvais ça intéressant, à une certaine époque, du coup, c'était même mal considéré. Ça avait un côté, en fin de compte, communiste. Alors l'époque explique les choses, mais bon, voilà, je trouvais l'anecdote intéressante à faire remonter. Dans les années 1920, de nombreux pays ont créé ou organisé leur ministère de la santé. Donc là aussi, encore un renforcement du fait de prendre en compte la notion de santé, la notion de soins, qui a eu des conséquences, en fin de compte, assez importantes sur nos sociétés. Donc certainement qu'on peut s'attendre à un renforcement, et peut-être que du coup c'est quelque chose qui va amener des flux de capitaux, d'argent au sein de nos hôpitaux qui en manquent cruellement suite à ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est sûr, on peut toujours dire ah c'est dommage, on aurait dû le faire avant. Voilà, encore une fois, capitaine rétrospective, oui bon bah voilà, c'était pas le cas. Le passé de toute façon c'est fait, concentrons-nous sur le futur. Au début des années 1920, la Société des Nations fonda sa propre organisation de santé qui fut, avec le bureau anti-épidémique de Vienne, ainsi qu'avec l'ancienne organisation paramédicale de la santé et l'organisation basée à Paris, le précurseur de l'actuelle Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors là aussi, encore une fois, un impact fort sur l'organisation de la médecine
à travers le monde, bah, en fait, ça a permis l'émergence, la création, ça a lancé, en tout cas, c'était précurseur de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Avant toute chose, il faut dire que l'art n'était plus le même après la grippe, le fleuve de la création n'a plus coulé doucement et sans remous, une rupture s'est opérée, aussi violente que la séparation des eaux de la mer Rouge. C'était la grippe espagnole, il serait impossible de démêler les effets de la grippe et de la guerre sur le psychisme de ceux qui ont vécu les événements, et de toute manière, l'entreprise n'est peut-être pas nécessaire. Donc là, nous, on sort pas d'une guerre, hein, comme c'était le cas à l'époque. Néanmoins, bon, bah, ça a marqué là aussi les esprits et ça a en fait créé vraiment des changements profonds dans la manière dont l'art était produit en fait. Donc, bah, de la même manière, je pense en tant qu'investisseur, bah, peut-être que là, il va y avoir des créations artistiques auxquelles ça vaut le coup de s'intéresser parce que potentiellement, de par la période qu'elle est en train de toucher, elles auront peut-être une valorisation toute particulière par rapport dans le futur par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Donc peut-être, là, un truc à s'intéresser en termes d'investissement. Dans un rapport publié en 2016, le comité indépendant d'experts internationaux réuni par l'Académie nationale de médecine américaine estime à 20% la possibilité qu'au cours du siècle à venir se produisent 4 épisodes de pandémie ou plus, dont une au moins sera très probablement la grippe. Les seules questions sont quand aura-t-elle lieu, quelle sera son ampleur et que faire pour nous y préparer. Les enseignements tirés de la grippe espagnole devraient nous aider à y répondre. Bon ben voilà, le bouquin il est sorti il y a un an en fait, si je me trompe pas, un an ou 1 ou 2 ans. Donc bon ben voilà, nous y voilà effectivement, c'est un truc qui est connu. Et de la même manière, là aussi, bon ben on peut tirer des enseignements de la grippe espagnole. Et c'est pour ça que j'ai lu ce bouquin, c'est pour essayer de mieux percevoir un peu les opportunités, les choses à venir. Et en fin de compte, ce passage, je trouve, permet de l'illustrer. En 2013, la société AIR Worldwide, spécialisée en modélisation de scénarios catastrophes, a tenté de rassembler tous ces facteurs dans un seul scénario. Selon ses estimations, la survenue d'un virus aussi puissant que celui de la grippe de 1918 provoquerait entre 21 et 33 millions de morts dans le monde. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que proportionnellement, du coup, par rapport au nombre de morts qu'il y a eu au niveau de la grippe espagnole, ça fait moins. Parce que, bon ben, ce chiffre, bien sûr, ils le disent un peu après. Il y en a qui disent que ce serait plutôt 100 millions. Néanmoins, d'un point de vue, on va dire, pourcentage de la population, c'est moins élevé que l'impact de la grippe espagnole que la grippe espagnole a eu sur le monde. Néanmoins, voilà, ça nous donne quand même une idée. Je trouvais ce passage intéressant par rapport au fait que c'était une étude qui donnait un peu une idée de l'impact possible que pouvait avoir en fin de compte ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, en termes de nombre de morts en fait. J'espère bien sûr que ce sera beaucoup moins. Lors des prochaines grippes pandémiques, les autorités de santé devront introduire des mesures de confinement comme la quarantaine, la fermeture des écoles et l'interdiction des réunions de masse dans l'intérêt de toute la collectivité. Donc là aussi, c'est ce qu'ils disent de faire en cas de pandémie. Donc on a suivi ni plus ni moins, alors d'une manière qu'on pourrait peut-être dire imparfaite ou pas assez, ou en fait c'était peut-être une mauvaise idée de faire le confinement. J'en sais rien, je pose des questions, je pense qu'on aura peut-être éventuellement des réponses dans des dizaines d'années, quand on aura suffisamment de recul sur toutes les répercussions qu'il y a pu y avoir au niveau de la santé et au niveau économique. Mais bon voilà, c'est concrètement ce qui a été appliqué notamment en France, hein, c'est ce qui était préconisé par ceux qui ont étudié en tout cas faisaient des préconisations sur les actions à prendre face à une pandémie. Les techniques de censure et de minimisation du danger ne fonctionnent pas, tandis que la diffusion d'une information précise et objective au bon moment peut se révéler utile. Alors ça, c'est par rapport à la manière dont les populations réagissent, la manière dont elles prennent en compte, en fin de compte, ce que les médias peuvent dire. Et là, il y a une responsabilité de la part des médias de relayer des informations aussi précises et objectives que possible. Malheureusement, j'ai vraiment le sentiment au niveau des médias en général, au niveau de tout ce qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, que c'est vraiment pas le cas. Franchement, moi j'ai un sentiment de flou énorme par rapport à quels sont vraiment au final les symptômes, le niveau de létalité. Voilà, il y a des chiffres qui sont balancés à droite, à gauche. Je pense que c'est aussi tout simplement parce que ça fait vendre. Et en l'occurrence, on a du coup une désinformation, une imprécision qui est clairement nocive au fait de vraiment et là aussi, en fait, on se demande, est-ce que, en tout cas, moi, c'est des questions que je me pose. Je me dis, est-ce qu'on est paranoïaque? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? Vraiment, donc bon, là, on va dire que dans le doute, on préfère rester chez nous, voilà. Mais on verra bien. Est-ce qu'on était paranoïaque ou pas?
Voilà. Elle a fauché de nombreuses vies, bien plus que les autres grippes pandémiques dont nous avons connaissance. Pourtant, 90% de ceux qui l'attrapèrent vécurent une épreuve semblable à celle de la grippe saisonnière. Ni plus, ni moins. Aussi, les gens ne savaient-ils pas à quoi s'en tenir et aujourd'hui encore, nous ne le savons pas. Je trouve ce passage extrêmement intéressant par rapport au fait que effectivement le gros des gens qui ont été touchés, même si le niveau de létalité a été en fin de compte assez fort au niveau de cette grippe espagnole, qu'il y a eu des tas de gens qui ont eu des séquelles par rapport à ça, ben manifestement il y a quand même 90% de ceux qui l'ont attrapé qui, ok, ils ont été malades, mais ça n'a pas été pire qu'une grippe saisonnière. Donc là aussi, c'est compliqué de savoir est-ce qu'on surréagit, est-ce qu'on surréagit pas. C'est voilà, même là, avec le recul aujourd'hui, 100 ans après, bah, c'est difficile quand même de juger ce qui s'était passé à l'époque. Et on en arrive donc au dernier passage au niveau de ce livre que je voulais vous partager. La grippe espagnole fut un exemple de cette catégorie d'événements imprévisibles que nous appelons aujourd'hui, pour rester dans les thématiques aviaires, un signe noir. Eh ben oui, voilà, ça a été un signe noir, c'est un truc que personne n'a vu venir. Et comme pour nous, aujourd'hui, avec Covid-19, eh ben effectivement, signe noir. C'est un truc que personne n'a vu venir et pourtant qui est là aujourd'hui. Donc, alors je pense qu'il faut pas, je dirais que la morale un peu du truc, c'est que je ne pense pas qu'il faut vivre en ayant peur. En tout cas, c'est pas ma philosophie de vie de vivre en ayant peur en permanence de l'éventuel événement qui se passe dans un pourcentage extrêmement faible des cas, qui doit driver nos vies. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de résilience, mais c'est toujours une histoire d'équilibre. De ne pas oublier que c'est des choses qui peuvent arriver, d'y être prêt psychologiquement, en tout cas autant que faire se peut. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de cultiver la notion de résilience et d'antifragilité au jour le jour. Parce que des événements comme ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver d'un point de vue personnel, dans la vie de tous les jours. Je le vois encore là dans les derniers mois qui s'est passé, des trucs auxquels on ne s'attendait pas du tout au niveau business, là j'entends sur la société Méliorance, l'application qu'on a sortie. Je vous mets le lien vers la vidéo en question où j'évoque le truc. Voilà, il y a eu plein d'événements comme ça où on ne les a pas vus venir une seule seconde. Et pour pouvoir affronter ça, il faut y travailler au jour le jour. Voilà. Et ça, c'est un travail vraiment de fond. Je vous mets le lien vraiment vers la chaîne de mon code génie. Moi, il m'a énormément apporté. C'est des pépites en permanence dans ces vidéos. Je n'en rate aucune de mon côté. Je crois que j'ai dû voir toutes les vidéos qui sont présentes sur sa chaîne. Je vous mets le lien ici aussi en haut à gauche et je vous invite vraiment à aller le suivre. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous l'avez trouvée intéressante. Si vous voulez réagir par rapport à ce que j'ai mis en exergue au niveau de passage, vous pouvez le faire dans les commentaires. Je vous répondrai de mon mieux par rapport aux questions que vous pouvez vous poser si vous voulez plus d'informations sur le contenu du bouquin. J'essaierai de le faire de mon mieux. Et puis encore une fois, si vous voulez vraiment aller à la source de l'information et y faire vraiment votre propre avis, et parce que clairement là je mets des passages en exergue, donc forcément c'est biaisé, faut pas se leurrer. J'ai essayé de le faire de manière aussi objective que possible, mais c'est encore une fois avec ma vision personnelle. Donc si vous voulez vous faire votre avis à vous, lisez-le. Voilà, je vous mets le lien dans la description. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit j'aime, des petits commentaires, partagez-le et puis abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant de la prochaine vidéo que je vais sortir sur toutes mes réflexions sur les conséquences économiques, financières qu'il va y avoir par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. Salut!